on en vient à la question fondamentale et au nœud du problème, à savoir, est-ce que le Bitcoin est une monnaie? Bon, alors c'est là que les choses se compliquent, et pour tout vous dire, il y a encore 4 ans, j'étais plutôt d'avis de dire, bah oui, c'est une monnaie. Oui, c'est une monnaie parce que, en fait, quand on est économiste, je dis bien économiste, pas juriste, parce que les juristes ont une définition beaucoup plus stricte de la monnaie que les économistes. Parce que il faut pouvoir, avec les juristes, identifier un objet dans lequel il n'y aura absolument aucun conflit sur le règlement d'une transaction ou d'une dette. Ça, c'est important. D'où la définition chez les juristes de la monnaie comme moyen légal de paiement. D'accord? Alors, pour un économiste, on peut avoir une définition et une acceptation plus large de la monnaie. A priori, tout ce qui peut fonctionner dans les transactions, des cigarettes, du bétail, des coquillages, du tissu, du cacao, tout ce que vous voulez, à partir du moment où les gens l'acceptent dans la transaction, ça peut être défini comme de la monnaie. D'accord? Bon, alors évidemment, pour que ça soit généralisé, il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de conditions que ne remplit pas à l'heure actuelle le Bitcoin. Mais potentiellement, et dans alors je reprends la théorie institutionnaliste de la monnaie, il y a notamment la définition de la monnaie comme système de paiement. Et dans un système pour qu'on ait un système de paiement, il faut qu'il y ait une unité de compte. L'unité de compte, c'est toujours quelque chose de conventionnel et d'arbitraire. On a bien une unité de compte, le Bitcoin. Ensuite, il faut des règles d'émission monétaire, c'est-à-dire des normes et des règles qui permettent de déterminer la mise en circulation des signes monétaires. Dans le système Bitcoin, on a ça. En fait, les règles d'émission monétaire, elles sont dictées par le code source, le code informatique. Donc en fait, la règle, c'est le code dans le système Bitcoin. Et ce sont les algorithmes qui déterminent le rythme d'émission des bitcoins. Bon, on a bien une unité de compte, on a bien des règles d'émission. A priori, on a un système de paiement. D'accord? Bon, donc voilà, j'étais plutôt d'avis de dire, bah oui, après tout, c'est une monnaie, ça peut servir d'unité de compte, ça peut servir d'instrument d'échange, et ça peut servir de réserve de valeur si on reprend les 3 fonctions de la monnaie. Alors, sauf que la principale difficulté avec le Bitcoin, c'est que c'est un système ouvert. C'est-à-dire, en fait, pour que ça soit une monnaie à part entière, il faudrait que le Bitcoin puisse être utilisé de façon suffisamment massive pour que tous les prix, les salaires, les créances, les dettes soient exprimées en Bitcoin. Or, ce n'est pas le cas. Donc là, on pourrait avoir véritablement une économie d'échange portée principalement par le Bitcoin, ou alors un ensemble de crypto-monnaies. Et dans ces cas-là, il n'y aurait peut-être plus besoin de convertir des devises officielles en Bitcoin pour rentrer dans le système Bitcoin. Il suffirait simplement si on est marchand, si on est une entreprise, de vendre sa production, libellée en Bitcoin, donc on aurait des recettes en Bitcoin, ou alors si on fait partie de la force productive, on vend sa force de travail, on travaille, et les revenus sont libellés en Bitcoin, donc on obtient des Bitcoins par les revenus. D'accord? Or, on n'est pas dans une économie fermée comme ça. Donc, c'est hyper compliqué. En fait, ça a un certain nombre de limites d'appliquer une théorie de la monnaie à ça, parce que c'est un système ouvert. Bon. Du coup, effectivement, ça ressemble plus à une devise, parce qu'on l'échange contre des devises officielles. Sauf que, là encore, c'est pareil, c'est hyper compliqué d'appliquer une théorie économique qu'on applique pour les devises ou qu'on applique pour les taux de change. C'est hyper compliqué d'appliquer ça au Bitcoin, parce que derrière une devise, il y a un pays, un État, un gouvernement, un système politique, ou bien une zone monétaire comme l'euro, enfin il y a quelque chose. Derrière le Bitcoin, on a un réseau, une communauté, un leader qui n'est pas identifié. Bref, on ne sait pas trop bien ce qu'il y a. Voilà, c'est la principale difficulté.
donc du coup, c'est un peu la complexité du Bitcoin. Alors, je vous disais tout à l'heure, je vais revenir sur les principales fonctions. Alors pourquoi il y a encore 4 ans, je disais que ça pouvait potentiellement être une monnaie, et puis il n'y avait pas de raison qu'on ne puisse pas définir le Bitcoin comme une monnaie, parce que en fait, on n'avait pas encore la bulle spéculative qu'on a eue pendant à peu près 2 ans. On avait effectivement une montée des cours avec de temps en temps des pics, mais rien de ce qu'on a connu jusqu'au pic de cette bulle spéculative, donc, qui était en décembre 2017. Voilà, la bulle s'est effondrée un petit peu après, en janvier 2018. Et alors, évidemment, cette bulle spéculative et cette financiarisation du Bitcoin, j'y reviendrai si j'ai le temps, considérablement fait de l'ombre au projet qui était initialement un projet monétaire. Donc en fait, c'est vrai que maintenant, c'est très difficile de parler du Bitcoin comme une monnaie. Pourtant, je maintiens qu'à l'origine, le Bitcoin était un projet d'alternative monétaire. Donc il s'agissait bien de créer une monnaie alternative et non pas forcément un actif spéculatif. Bon. Alors voilà, le problème, c'est que ce qui a été mis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, il y a eu une montée régulière des cours du Bitcoin. Alors, dans l'histoire de cette montée régulière des cours, c'est pas, quand je dis régulière, c'est le trend général qui est régulier, mais dans ce trend, vous avez quand même des fluctuations et des oscillations qui sont très importantes, parce que ce qui marque l'évolution des cours du Bitcoin, c'est la volatilité de ces cours. Et donc, il y a eu aussi des pics, avec des grandes envolées du cours qui correspondent à des moments particuliers dans l'histoire de la construction du Bitcoin. Donc on peut associer à certains moments, comme par exemple, alors par contre, ce qui marche assez bien pour analyser le prix du Bitcoin, c'est effectivement de raisonner comme avec un taux de change, c'est-à-dire en fait ce qui fait bouger le prix du Bitcoin. Le prix, c'est le résultat d'une confrontation offre-demande de Bitcoin. Donc, il faut essayer de savoir à chaque fois ce qui fait bouger, non pas l'offre, parce que l'offre est limitée à terme. C'est limité à 21 millions de bitcoins. Donc, on a une offre qui est quand même relativement rigide. Par contre, on peut avoir une demande qui est assez erratique, qui peut bouger et fluctuer fortement. Donc, en fait, quand on veut essayer de comprendre comment évolue le prix du bitcoin, il faut surtout essayer de comprendre ce qui fait bouger la demande de bitcoin. Pourquoi on demande plus de bitcoin à un moment donné. Donc il y a des événements dans l'histoire de la construction du Bitcoin qui permettent, qu'on peut repérer et qui peuvent expliquer d'un seul coup pourquoi la demande de Bitcoin est grande. Alors, donc ce qu'on a eu véritablement pendant 1 an et demi, alors déjà la première chose, c'est pourquoi on a un cours du Bitcoin qui augmente. Je viens de vous le dire, en fait, l'offre de Bitcoin est limitée à terme. Donc, on sait qu'à terme, à horizon 2040, il y aura 21 millions de Bitcoin en circulation et pas plus. Donc, on a une offre limitée. D'accord ? Et si ce réseau est amené à se développer, si on a une utilisation de plus en plus importante de Bitcoin, forcément, il va y avoir une demande de Bitcoin plus importante, donc nécessairement, le prix doit augmenter. C'est logique, d'accord ? Deuxièmement, c'est dans le principe de construction même du Bitcoin. Je vous explique. En fait, tout à l'heure, je vous ai dit, les transactions, elles sont validées et authentifiées par les mineurs. Or, le système Bitcoin a été construit de telle façon que, pour valider et authentifier les transactions, il faut que les ordinateurs soient capables de résoudre des problèmes mathématiques complexes qui sont liés aux signatures cryptographiques qui sont censées protéger ces transactions. Et en fait,
plus il y a de mineurs qui entrent dans le système, plus les calculs deviennent de plus en plus complexes. D'accord? Donc plus il y a de mineurs qui rentrent, et les mineurs au départ, forcément si le cours monte, les mineurs sont intéressés par la montée des cours puisqu'ils sont rétribués en Bitcoin. Donc la montée des cours fait venir plus de mineurs, les calculs deviennent plus compliqués, et comme les calculs deviennent plus compliqués, il faut acheter du matériel beaucoup plus coûteux et plus puissant. Si vous achetez du matériel plus coûteux et plus puissant, forcément, vous avez un seuil de rentabilité qui monte. D'accord? Donc forcément, le cours du Bitcoin doit monter pour que le minage puisse être une activité rentable. Donc, vous voyez, il y a quand même un lien entre augmentation du cours du Bitcoin et minage et rémunération des mineurs. Bon, donc vous avez quand même toute une industrie du minage qui a intérêt à ce que le cours du Bitcoin monte aussi. Bon, et puis, autre chose, alors ce qui s'est passé, et qui explique vraiment, là cette fois-ci, l'envolée spéculative du cours du Bitcoin, parce que jusque-là, bon, ça montait, mais c'était pas non plus complètement délirant, un peu délirant, mais c'était pas totalement délirant, et c'est devenu assez comparable à la bulle spéculative Internet, je ne sais pas si on vous en a parlé, des années 2000. Il s'agissait d'une montée excessive des cours des valeurs Internet. Voilà, bon, il n'est pas resté grand-chose de toutes ces entreprises du net, sauf quand même quelques grands géants. Mais en tout cas, on a assisté, c'est un phénomène un petit peu similaire. Donc, ce qui s'est passé en fait, ce qui a précédé la bulle spéculative, il y a deux phénomènes qui, selon moi, expliquent le fait qu'on a basculé d'un projet monétaire, d'alternative monétaire, à quelque chose qui ressort plutôt de l'actif spéculatif, la financiarisation donc de ce projet-là. Il y a eu deux événements importants, à mon sens. Le premier, ça a été la dissociation entre le Bitcoin comme projet monétaire et puis la technologie qui porte le Bitcoin, à savoir la blockchain. Alors, la blockchain, juste quelques mots très rapidement. La blockchain, en fait, c'est lorsque les mineurs valident des transactions, ils les valident par blocs. Ces blocs sont assemblés entre eux de façon logique. Ça vient des propriétés mathématiques de la cryptographie qui est utilisée avec la technologie. Et donc, à chaque fois que les mineurs valident des blocs de transactions, ces blocs sont inscrits sur un grand registre qui est public. Alors, il est public dans le sens où, lorsque vous participez au réseau Bitcoin et au système Bitcoin, vous pouvez lire la blockchain en temps réel, c'est-à-dire les transactions qui se déroulent dans le réseau Bitcoin. Donc, les blocs sont inscrits sur ce registre public depuis la toute première transaction qui a été réalisée par Nakamoto. Donc, en fait, la blockchain retrace toutes les transactions historiques en Bitcoin depuis le tout début. Et en fait, cette technologie, c'est surtout une technologie de transfert de messages codés. Et cette technologie, elle est réputée pour être inviolable. En fait, le registre est réputé pour être infalsifiable et inviolable. Et donc, on a vu, normalement au départ, la blockchain est indissociable du Bitcoin parce que c'est le Bitcoin qui a amené cette technologie. Mais on s'est dit, finalement, on peut aller au-delà d'une simple application monétaire et on pourrait se servir de la blockchain pour d'autres applications que simplement réaliser des transactions avec une monnaie comme le Bitcoin. Bon. Et donc, en gros, tout ce qui peut être de l'ordre des signatures numériques ou de l'échange de signatures numériques, de validation de clés numériques, d'actifs numériques, de tout ce que vous voulez de numérique, pourrait potentiellement être sécurisé par une blockchain. Et en fait, on a très vite dissocié donc cette technologie et mis en avant cette technologie, à mon avis, pour une raison très simple, c'est que le Bitcoin, ça sentait très mauvais, ça avait une image très sulfureuse, de monnaie qui était essentiellement utilisée sur le darknet pour faire des opérations pas très très légales, voire des activités criminelles, donc notamment achat de drogue, trafic d'art, enfin bon, tout ce qu'on peut imaginer de non légal et utilisable sur le darknet.
Donc le Bitcoin a très très rapidement été associé à cette image négative. En revanche, la technologie blockchain, c'était super. C'était hype, c'était la nouvelle révolution après Internet. Et donc les médias se sont très largement emparés de cette technologie et se sont vraiment attachés à porter l'image très positive de la technologie contre l'image négative du Bitcoin. Bon. Et ça se passe en 2015 avec un numéro spécial de The Economist qui est sur la blockchain et qui annonce la prochaine révolution économique après le net. Et là, on a le début d'un engouement vis-à-vis de cette technologie à laquelle personne ne comprend strictement rien, il faut quand même bien le dire, à part les informaticiens, les développeurs et en général les geeks, sinon les gens qui parlent de blockchain n'y comprennent strictement rien. Mais malgré tout, voilà, c'est très à la mode. Et là, on a une espèce de ruée sur cette technologie de la part des entreprises. On a des startups qui se créent sur la base de cette technologie, des consultants, et tout ça commence à prendre une envergure très très marketing et qui va alimenter en fait l'intérêt pour le Bitcoin, mais via sa technologie. Bon. Et voilà, du coup, un véritable engouement pour cette blockchain et voilà, qui va aussi expliquer le fait que progressivement le Bitcoin va devenir un objet d'investissement en fait et un nouvel actif spéculatif.